Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 novembre 2019. Alors aujourd'hui, en fait, je vous avais promis il y a 3 jours, 2 ou 3 jours, de vous parler de ceci. Mais après avoir écouté la vidéo de François Bon, qui a consacré à ce livre-là une vidéo, qui a consacré également 2 autres vidéos sur Wilhelm Flusser, après l'avoir réécouté une deuxième fois, je me suis aperçu que peut-être le caractère iconoclaste, polémiste, pamphlétaire, ironique, m'avait échappé. Euh, donc, je l'avais peut-être lu, en fait, j'ai pas lu le livre au complet, mais que je l'avais passablement parcouru en faisant une lecture premier degré. Je, je suis très, très impressionnable et il y a certains mots que je reçois comme... il y a des mots, il y a un mot entre autres, je vais vous le dire, que je reçois comme on reçoit la foudre, comme on reçoit une décharge électrique, comme on reçoit un électrochoc. Ce mot-là, c'est Auschwitz. Le mot d'Auschwitz. N'importe quoi que je lis, la plume d'un écrivain, d'un philosophe, d'un poète, et que j'y retrouve le mot Auschwitz, je je perds tous mes moyens, je perds quasiment toute ma capacité. En fait, je perds l'entièreté de ma capacité de réflexion. C'est comme si je me vidais de mon sang. C'est comme si j'étais frappé là, tout à coup d'une incapacité, non pas à écrire de la poésie après Auschwitz, mais à réfléchir. Pour me dire, oui, 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 oui. Et je ne crois pas qu'on puisse revenir de cette question-là d'Auschwitz. Je ne crois pas qu'on puisse dire c'est un événement isolé, c'est... Et je ne crois pas non plus que c'est la thèse de Wilhelm Flusser. Alors, j'ai été percuté, n'est-ce pas? Parce que les passages que j'ai lus, je vous lis une phrase tirée au hasard, qui n'est pas tirée au hasard en fait. Une phrase ici que je vous lis là. Il y a ceux qui recommandent qu'on oublie Auschwitz, qu'il soit dépassé. Une telle attitude est néfaste. Elle induit le risque qu'Auschwitz déménage de la Pologne des années 40 pour s'installer dans la société post-industrielle du futur immédiat. Auschwitz n'est pas dépassable. C'est la première réalisation d'une tendance qui va se répéter sous d'autres formes, à moins qu'on ne l'analyse en profondeur. C'est ce que les essais suivants se proposent de faire. L'avantage, si l'on peut dire, d'Auschwitz est que nous est offert un exemple concret de l'avenir de toute utopie occidentale. Bon, ça, c'est la déclaration de base de Wilhelm Flusser. Et là, moi, je suis resté... Parce qu'après ça, évidemment, il fait preuve d'un second degré. Il fait preuve d'un humour un peu acidulé. Hein? Euh, je ne redirai pas, ici d'ailleurs je vous invite, séance tenante, même à ne plus m'écouter et à aller plutôt écouter François Bon, à qui je dois la découverte de ce livre, qui est un livre qui ne correspond pas à aucun des critères graphiques. Sa composition, la composition graphique du livre, elle est, elle bouscule tous les codes. Elle est iconoclaste, elle aussi. Je pense que les éditeurs ont voulu nous offrir, ont voulu nous mettre en, nous sortir de notre zone de confort, dis-je, de nous amener par, par la déstabilisation typographique, à entrer autrement dans la pensée d'un penseur inclassable, assurément. Mais donc, je vais pas aller plus loin dans ma lecture. Je vais revenir. Je vais y revenir en gardant présent à l'esprit un certain nombre de choses qui m'avaient échappé. Mais comme je vous dis,
je perds tout sens critique. Ah, les raisons pourquoi je suis hanté par Auschwitz. J'ai toujours été hanté par Auschwitz. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que... À quoi ça correspond pour moi? Et je vais aller plus loin que ça. Je saisis mal qu'on n'y pense pas tous les jours. On va dire, c'est morbide de penser à ça, peut-être, mais je saisis mal qu'on ne garde pas présent à l'esprit ce qui s'est passé comme... Pour moi, là, je vais dire peut-être sans doute une énormité, mais enfin, je vais la dire. Pour moi, penser à Auschwitz, c'est comme une prière. Une prière de protection, une prière de demande qu'on soit, qu'on soit collectivement à l'abri d'un tel dérèglement, d'une telle folie humaine, d'un hybris. Et qu'on soit à l'abri d'abord du côté des victimes, il va sans dire, mais du côté des bourreaux également. On est terriblement attaché à notre mode de vie. Personnellement, je conçois qu'on veuille imposer le changement aux autres. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde propose. De faire de telle sorte que les autres changent. Mais nous, et puis souvent on entend « moi je le ferai quand tout le monde le fera hein? ». Ça nous épargne de le faire. Parce que personne n'a envie d'être la dupe. Hein? Personne n'a envie d'être le seul qui se lance dans la mêlée pendant que tous les autres sont confortablement assis, bien au chaud. Alors personne n'a envie de se sacrifier pour des égoïstes, hein? Tout compte fait. Et personne n'a envie de mourir pour des conceptions. Cependant, gardons à l'esprit qu'il y en a qui sont prêts à tuer. Alors, je voulais un dernier passage. Vous voyez, c'est ça qui a fait... Je vais vous lire deux autres passages. C'est ce qui a fait que j'ai été... je lis pas ce livre-là avec la sérénité intellectuelle nécessaire, assurément. L'esprit occidental trouve sa victoire définitive dans l'objectivation des Juifs sous forme de cendres. C'est l'utopie occidentale, la technique sociale, poussée jusqu'à sa fin. Bien sûr, c'est une technique sociale encore primitive. On va l'affiner. Au four d'incinération vont succéder des appareils plus sophistiqués pour réduire les hommes en masse mieux manipulable. Mais quel que soit l'appareil, sa fonction est toujours la même, l'incinération des hommes. C'est cela la tendance profonde de notre culture. On peut prétendre qu'elle n'est pas la seule virtualité comprise dans le programme occidental, qu'il y a d'autres virtualités, que nous ignorons toujours puisqu'elles n'ont pas encore été réalisées. C'est vrai, le jeu occidental n'est effectivement pas encore terminé. L'histoire occidentale roule toujours, mais toutes ces virtualités non encore réalisées sont contaminées dès Auschwitz par les appareils. En ce sens, l'histoire occidentale s'est achevée. C'est pourquoi il est impossible dorénavant de s'engager dans le procès de notre culture sans savoir qu'on s'engage dans son propre, dis-je, anéantissement. Nous avons perdu la foi dans le progrès, c'est-à-dire dans notre propre culture. Et comme la culture n'est pas seulement le milieu où nous sommes, mais aussi notre propre intimité, c'est la foi en nous-mêmes que nous avons perdue. C'est précisément cela le timbre creux qui résonne sous nos pas. Il ne nous reste plus qu'à analyser Auschwitz exhaustivement pour essayer d'y découvrir le programme fondamental de notre culture, qui est le programme de notre être dans le monde. L'analyse d'Auschwitz équivaut à une auto-analyse extériorisée. L'aspiration d'une telle entreprise analytique est de dépasser le programme occidental, soi-même, en sens inverse, d'avancer au-delà des racines, en sortir par l'arrière, pour tomber dans le vide, au-dessous, pour nous projeter en dessous du projet, pour émigrer de l'histoire occidentale vers la pré-histoire, pour dépasser, entre guillemets, l'histoire, découvrir les structures historiques, entre guillemets,
Or, c'est une entreprise strictement post-historique. Et telle est la rigueur avec laquelle nous sommes condamnés à vivre après Auschwitz. Ouais. Alors, je vous remonte le livre, Wilhelm Flusser, Post-Histoire, une préface de d'Yves Citon, et c'est publié chez TEP, TNP Work Unit. Cité du design, culture design, culture technique. Alors, je vous montre le livre à l'écran. Vous voyez le code barre au milieu. Le livre est... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est assez étonnant. Et oui, et le sous-titre, en fait, qui est en haut, hein, non pas selon l'usage, en bas, iconodule. Alors, ça suppose une contraction de icône et module, je présume. Voilà. Oh, ça commence raide, hein? Ouais, ça commence raide. Ouais, d'autant plus que je suis très, très fatigué. Je dors mal. Demain, j'ai un événement dont je ne peux pas vous parler. Mais je vais vous en parler dès demain, par exemple. Pas dans la vidéo du jour, mais peut-être après-demain, je vais vous en parler. C'est un honneur qui m'est fait, ouais. Un honneur qui m'est fait. Je dois rendre honneur, en fait, à quelqu'un d'autre, mais on me fait l'honneur de on me fait l'honneur de rendre hommage à un de mes célèbres devanciers. Alors, j'ai préparé tout un texte dans ma tête, parce que je dois parler en public. Je l'ai écrit dans ma tête, et je devrais le rendre en lui donnant l'allure la plus spontanée qui soit. Parler en public, en tout cas pour ma part, c'est pas comme parler devant ma webcam. Mais qu'est-ce que je peux bien vous dire après ça? Bah, je peux vous raconter, tenez, je parlerai pas de ce que je voulais vous parler. Comme d'habitude. Hier, je vais vous raconter deux choses cette année. Hier, il y a un intellectuel de haut niveau. J'ai publié, pas dans ma revue, mais dans ma petite maison d'édition. J'ai fait un livre polémique. Un chic type que j'estime beaucoup. Et là, oui, là, il y a vraiment un lien. Vous allez voir. Oh, comme il y a un lien. Je ne l'avais pas vu, là, mais ma parole a devancé ma pensée. Et je vous dirai pas c'est qui, mais dans l'une ou l'autre des vidéos que j'ai fait, il y a quand même, je vous donne deux indices. J'en donne trois. C'est sur ma première chaîne. C'est une entrevue en 3 parties que j'ai fait avec lui. Je l'ai publié. Et dans l'une de ces entrevues-là, ouais, ça fait pas mal d'indices, là, il raconte, et ça c'est la première fois qu'il le fait, que la moitié de sa famille a péri dans les camps de concentration. Vous voyez, il y avait un lien. Et hier il m'a rendu visite à la librairie, et on échangeait, comme on le fait toujours, avec beaucoup de franchise. Il me racontait que en fait, on se confiait tous les deux qu'on était largués, qu'il y avait des phénomènes de société qu'on n'arrivait pas à comprendre. On les énumérait, on disait non, là-dessus, on ne saisit pas ce qui s'en vient. Pour lui, la faute est la confusion des esprits qui règnent, eh ben, c'est à cause de la surpopulation. On est trop nombreux pour réfléchir adéquatement. Que l'air était devenu rare et que les idées étaient devenues folles, en quelque sorte. Et que cette confusion-là préfigurait de grandes tragédies. Et moi, je lui disais que j'étais aussi largué, hein, faut le dire. Il y a plein de choses. Je ne dirai pas ici tout ce que je comprends pas, là, parce que peut-être perdrais-je à vos yeux toute forme de crédibilité, mais il y a un paquet de phénomènes sociaux, nouveaux, qui m'échappent, que j'arrive pas à comprendre. Mais pourtant, je fais des efforts, et je sais aussi, pourtant, je fais des efforts, et puis, même en m'appuyant sur ma culture, en m'appuyant sur ma capacité à réfléchir à des conceptions qui m'horripilent, qui m'embarrassent, en mettant tout en œuvre pour suspendre mes propres pré-jugés, oh, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup de difficultés parce que certaines idées sont avancées aussi comme
des idées d'avant-garde ou des idées avec lesquelles on ne peut pas discuter et qu'on ne peut pas discuter non plus sur la place publique. Ça aussi, cette espèce d'atmosphère de plus on se rapproche les uns les autres, plus on s'irrite les uns les autres. Hein? Le contact quasi permanent avec le contact quasi permanent virtuel avec nos semblables, je dis virtuel là, sur les diverses plateformes, nous rendent les nerfs à vif, nous rendent nos perceptions exacerbées. Et on perd vraiment je pense qu'on perd beaucoup de tranquillité d'esprit, mais c'est aussi ça, cette époque-là, qui est une époque... on a l'impression que peut tout basculer à tout moment, et on fait des efforts considérables, tous, pour maintenir en place la réalité. Et que, ben voilà, et que moi, je lui confiais, pour finir, que, me sentant parfaitement largué, j'avais l'impression d'être un vieux prêtre, là, aux premières lueurs de la Révolution tranquille, qui voit apparaître Elvis Presley quand lui, il se bat pour conserver la liturgie latine, hein, qui apprend la musique classique en devinant que les Beatles sont sur le point de prendre la relève à Elvis. Bref, que son univers mental, intellectuel, culturel est complètement mis à mal. Alors que, visiblement, peut-être vais-je passer mes dernières années de vie dans ma librairie, hein, comme Montaigne l'appelait, ou dans ma bibliothèque, mes 2 bibliothèques, hein, mes 2 royaumes, mon royaume privé, ma bibliothèque personnelle qui est foutrement encombrée, et mon royaume public qui est, disons-le franchement aussi, passablement encombré. Alors lui restait serein devant ça, devant les catastrophes qu'il annonçait, et difficile de ne pas accorder créance à quelqu'un dont la moitié des membres de la famille ont été incinérés par les nazis. Difficile. Hein? Difficile, peut-être que lui, son radar fonctionne bien. Et moi, c'est pas le futur que j'appréhende, c'est le présent dont j'ai beaucoup de difficultés à décoder et à lire certaines réalités. Alors, je devais vous parler de ceci. Je vais vous montrer de ce que j'allais vous parler. Gaston Bachelard, l'inattendu. C'est peut-être aussi une réponse. Hein? La bibliothèque, la préservation de la bibliothèque, la préservation de certaines choses qu'on a aimées par-dessus tout, les livres, la pensée, la poésie, les livres. C'est peut-être un fragile rempart contre les Auschwitz de demain, mais peut-être est-ce là notre seule la lecture des poètes pour affronter les temps un peu opaques dans lesquels nous sommes et peut-être des temps plus douloureux qui vont peut-être apparaître dans les prochaines années, si ce n'est dans les prochains mois. Hein. Toujours l'impression que la bourse la bourse qui caracole, hein, la bourse qui atteint des sommets, comme si on ne pouvait plus redescendre sur Terre. On ne pouvait plus redescendre sur Terre. On a trop besoin d'argent, on a trop besoin de liquidité, on a trop besoin de rendement pour maintenir le bateau à flot sur les océans de détritus et de plastique et d'Internet même. Alors c'est tout, pardonnez cette tristounette vidéo, c'est la première neige qui est tombée sur Montréal. Hier, Fabienne me faisait noter, elle remarquait, Fabienne, ça fait près de 11 ans qu'elle vit au Québec, elle me faisait remarquer qu'hier, elle avait ressenti pour la première fois que la neige sent quelque chose. Et je lui disais, oui, la neige, effectivement, la neige a une odeur. Et l'effet de neige
agit sur notre psyché. On sait que là, bon, ben, on a fait notre deuil là, de l'été. Hein? Le deuil, on a fait notre deuil. Toutes les plantes maintenant sont mortes. Les insectes n'existent plus. Hein? Toute cette génération-là d'insectes n'existe plus. Certaines larves sont enfouies dans le fond des étangs ou dans le fond du sol, et elles vont se développer quand la chaleur va arriver. Et pour ma part, moi, cette profonde dichotomie entre ce temps extrême, hein, le Québec, c'est pas un temps tempéré. On passe des froids longs, durables, intenses, à des étés caniculaires, à des étés qui sont comme une promesse d'éternité. Et je suis toujours frappé, en tout cas, je ne sais pas si vous en faites l'exercice, moi je le fais, toujours en plein cœur de l'hiver. J'imagine que dans quelques mois, eh ben, je vais être délesté de mes vêtements d'hiver et que je vais me promener là, presque délesté de ma propre peau, me laissant emporter par la chaleur. Et en plein cœur de l'été, quand je traverse un parc, je me vois là, emmitouflé, je me vois avec mon capuchon, je me vois la buée qui sort de ma bouche. Je sais que toute cette atmosphère rieuse, les oiseaux qui pipient dans les arbres, les enfants qui courent sur le gazon, les amoureux qui se prélassent, c'est bien. Ne sera plus qu'un souvenir dans un univers de glace. Que de poésie, que de poésie. Alors, j'ai hâte de vous raconter ce qui va m'arriver demain. Je ne peux pas le faire, je suis obligé de le taire, mais bon. Vous saurez tout, impénitent bavard que je suis. Bonne journée à tous.